Le prix du Bitcoin a fortement chuté récemment, atteignant un plus bas de 78 500 $. Les experts attribuent cette baisse en grande partie aux nouveaux droits de douane imposés par le président Trump sur le Canada et le Mexique, qui entreront en vigueur le 4 mars. De plus, le marché a subi d'importantes liquidations et de fortes sorties des ETF Bitcoin. Plusieurs analystes et personnalités bien connues de l'écosystème se sont exprimés sur le sujet, dont le fondateur de Real Vision Raoul Pal, ainsi que l'entrepreneur Samson Mow, dont nous décortiquerons l'intervention à ce sujet plus tard dans la vidéo. Raoul Pal, lui, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour rassurer les investisseurs crypto et les encourager à regarder au-delà de ce crash. Dans son post, il écrit « Vous devez tous apprendre la patience ». En 2017, la structure macro était très similaire. Bitcoin a connu 5 corrections de 28%, la plupart ayant duré 2 à 3 mois avant d'atteindre un nouveau sommet. Les altcoins, eux, ont chuté de 65%. Ce n'est pas la première fois que Pal compare le marché haussier de 2017 avec celui en cours. Selon lui, le cycle actuel est presque parfaitement aligné avec celui de 2017, contrairement à celui de 2021 qui était différent dans sa structure. Il explique que Bitcoin suit une dynamique similaire, une série de corrections marquées avant d'atteindre de nouveaux sommets. En 2017, Bitcoin a subi 5 baisses majeures, chacune durant 2 à 3 mois. Mais il a poursuivi son ascension. Le même schéma semble se reproduire aujourd'hui, avec des baisses brutales mais temporaires, avant une nouvelle hausse. Un autre point clé, l'impact des corrections de Bitcoin sur les altcoins. Lors des baisses de Bitcoin, les altcoins ont souvent chuté de 65%, avant de repartir fortement à la hausse. Ces cycles montrent une résilience du marché, avec un comportement des investisseurs et une rotation des capitaux similaire. Pal souligne toutefois une évolution importante entre ces cycles. Aujourd'hui, le marché crypto est plus développé, avec une forte présence des investisseurs institutionnels. Contrairement à 2017, où le marché était principalement porté par les particuliers, les institutions apportent aujourd'hui plus de liquidités, ce qui peut influencer la volatilité. Bitcoin reste un actif volatile, mais ses fluctuations semblent un peu plus contrôlées par rapport aux mouvements extrêmes observés en 2017. Pal estime que le cycle de 2021 a été écourté à cause de facteurs macroéconomiques, notamment la politique de resserrement monétaire de la Réserve fédérale qui a réduit la liquidité sur les actifs à risque. Contrairement au bull run de 2017, qui s'est terminé par un pic euphorique alimenté par les particuliers, le cycle de 2021, lui, n'a pas connu de hausse parabolique finale. Au lieu de cela, le marché a été prématurément freiné par des conditions financières externes. Mais aujourd'hui, le contexte semble plus favorable. Les banques centrales ralentissent les hausses des taux, ce qui pourrait ramener du capital vers les actifs spéculatifs comme la crypto-monnaie. Pour Pal, cela renforce l'idée que le marché haussier actuel suivra un schéma plus proche de celui de 2017, avec une croissance longue et volatile, plutôt qu'un cycle tronqué comme en 2021. S'il reconnaît que chaque cycle a ses particularités, Pal reste optimiste. Il s'attend à voir une phase de croissance prolongée, portée par un marché plus mature et dominé par les institutions. Il affirme que le prix des cryptos seront bien plus élevés d'ici 6 à 12 mois, et que la volatilité actuelle semblera insignifiante, rétrospectivement. Il a récemment retweeté un message de Chris Burnisk, rappelant que ces phases de correction sont normales. En 2021, Bitcoin a chuté de 56%, Ethereum de 61%, Solana de 67% et d'autres cryptos à plus de 70 ou 80%. Selon Burnisk, bien que certains affirment que ce cycle est différent, ces corrections en plein bull run ne sont pas une nouveauté et ceux qui annoncent un bear market total se trompent. Oubliez la peur, les crashs et ceux qui vendent dans la panique. Bitcoin n'est pas en train de mourir. Il se prépare à une explosion sans précédent, qui surprendra même les investisseurs les plus optimistes. Selon l'entrepreneur Samson Mow, qui avait prédit l'inévitable ascension de Bitcoin vers les 6 chiffres, la partie ne fait que commencer. Dans une déclaration marquante, il affirme que le Bitcoin est en route vers $1 million cette année. Samson Mow pense que cette baisse était inévitable, car le marché des altcoins était en surchauffe. Avec une demande institutionnelle massive, Mow estime que Bitcoin est toujours sous-évalué. Voyons maintenant l'interview récente de Samson Mow pour mieux comprendre son point de vue sur la situation actuelle. Je prédis depuis un moment que Bitcoin atteindra $1 million et j'espère que ça arrivera bientôt. Mais cette correction me paraît logique. Le marché des altcoins était en surchauffe. Regardez XRP, il était monté à $3. C'est absurde. Avec Bitcoin à 87 000 $, Ripple est toujours à $2,60. Et puis il y a Solana et les autres. Les altcoins sont largement surévalués. Donc cette correction est normale. Le marché doit se purifier avant de repartir à la hausse. La dominance de Bitcoin va remonter. D'ailleurs, cette dominance reflète l'intelligence du marché. C'est une mesure de la part du capital alloué aux altcoins. Et pour que Bitcoin puisse vraiment décoller, cette part doit d'abord diminuer. Mais dans l'ensemble, Bitcoin est encore largement sous-évalué. Même à 100 000 $, 150 000 ou 200 000 $, il reste bon marché. Pourquoi? Parce que la demande pour Bitcoin est énorme en ce moment. MicroStrategy, les ETF, les États-nations, les particuliers qui accumulent et conservent leur Bitcoin, les gens ne réalisent pas encore que l'offre annuelle de Bitcoin miné a déjà été absorbée plusieurs fois. Bitcoin est extrêmement rare, mais la plupart n'en ont pas encore conscience. Ils ont du mal à intégrer qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et quand le prix baisse, ils se rassurent en se disant « je l'achèterai plus tard ».
Mais quand Bitcoin s'envole, il n'y a plus de plus tard. Imaginez pouvoir en racheter à 10 000 $. C'est impossible. Et un jour, le seuil des 100 000 $ disparaîtra également. Why is the price still at $97,000 if we have all this massive purchasing going on? Is it like a flush? Selon moi, il y a deux facteurs. D'abord, il y a les anciens holders, qui vendent une partie de leur Bitcoin pour acheter une maison ou simplement profiter de la vie. Il y aura toujours des Bitcoins en circulation, en dehors de ceux qui sont minés. Ensuite, environ 2 millions de Bitcoins sont disponibles sur les exchanges pour le trading, le market cap making et l'arbitrage. Ce stock diminue avec le temps, mais il est encore suffisant pour influencer le marché. Et comme Bitcoin est un marché ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il réagit immédiatement aux événements. La récente chute, par exemple, est liée aux tarifs douaniers. Les États-Unis, le Canada et le Mexique s'imposent des taxes mutuelles, ce qui déclenche la panique. Bitcoin, étant le seul marché liquide en continu, est le premier à réagir. Il est le plus volatile, avec des mouvements plus brusques que les autres actifs. Et ensuite, les marchés boursiers et financiers suivent quand ils ouvrent. C'est un système dépassé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais revenons au sujet. Ces 2 millions de Bitcoin suffisent à faire bouger le marché, et leur impact diminue au fur et à mesure que les holders augmentent. Si vous regardez qui influence le prix du Bitcoin aujourd'hui, vous avez les holders, qui n'ont aucun impact, ils conservent leur coin, ce qui augmente la rareté. Deuxièmement, les acheteurs, ceux qui font du DCA quotidien ou mensuel, comme MicroStrategy par exemple. Et ensuite les traders. Ce sont eux qui manipulent ces 2 millions de coins. Ce sont ces bitcoins qui font bouger le marché. Tant qu'il y aura ce stock flottant sur les exchanges, Bitcoin restera volatile. Mais ce stock se vide progressivement, ce qui amplifie la pression à la hausse exercée par les holders et ceux qui achètent en DCA. Maintenant, il y a aussi les tarifs douaniers. C'est un autre sujet brûlant en ce moment. À court terme, ceux qui en subissent les conséquences ne réalisent pas forcément l'impact sur Bitcoin. Mais à long terme, ces tensions vont pousser de plus en plus de gens à se tourner vers Bitcoin pour se protéger. We just went through Operation Choke Point 2.0, and a lot of the things that they were doing, they were trying to obfuscate it. They weren't being transparent about it. Do you believe that it was a malicious attack on Bitcoin and the Bitcoin industry to at least slow down the adoption of it in the United States? Absolument oui. C'était une opération secrète visant à freiner l'adoption de Bitcoin et des cryptos. Et c'était surtout pour protéger le système en place. Protéger la Fed, protéger le dollar d'une certaine manière, protéger le système bancaire et tous les acteurs en place. On l'a bien vu avec la fermeture de certaines banques sans raison apparente. Et si Kamala avait été élu, il y aurait eu certainement un choke point 3.0, avec encore plus de restrictions. J'avais une liste de souhaits pour l'élection de Trump, ainsi que quelques prédictions. Une réserve stratégique de Bitcoin peut être un atout pour le gouvernement, mais pour les citoyens, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est une prise de conscience. Si c'était utilisé pour rembourser la dette, cela serait bénéfique pour un Américain, oui. Mais c'est un grand si, car on ne sait pas comment ils l'utiliseront. Parce que pour l'instant, ce n'est pas une réserve stratégique de Bitcoin. C'est une réserve d'actifs numériques, un truc vague et diversifié. On ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans. J'espère que ce sera uniquement du Bitcoin, mais des projets altcoins font pression pour y être inclus, comme Ripple. Bitcoin ne se contente pas de perturber le système financier, il est en train de le dévorer tout entier. Chaque monnaie fiat fond sous l'effet de l'inflation, tandis que Bitcoin, forgé dans la rareté numérique, devient plus dur, plus fort et inarrêtable. D'après Moe, la théorie des rendements décroissants est un mythe total. Il affirme que l'adoption de Bitcoin suit le même schéma qu'Internet et les smartphones. D'abord lentement, puis comme un train lancé à pleine vitesse, il devient impossible à arrêter. Et les dominos sont déjà en train de tomber. Les pays, les institutions et les milliardaires commencent déjà à accumuler du Bitcoin, pendant que le reste du monde reste hypnotisé par les distractions. Bitcoin est sur le point d'exploser et c'est peut-être une opportunité d'achat qui ne se représentera plus jamais. Mo ne voit pas Bitcoin à 100 000 ou 200 000 $. Pour lui, nous sommes encore très bas. La plupart des gens ne réalisent toujours pas sa véritable rareté. Seulement 21 millions de pièces et une production annuelle déjà absorbée plusieurs fois. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une certitude. Regardons d'autres extraits de l'interview. So what's really interesting about El Salvador is how much it's been focused solely on Bitcoin. It's like it's resisted that. How come? Je pense que le président Bukele est un Bitcoiner. Trump, lui, ne l'est pas. Il a parlé lors d'une conférence à Nashville, mais ce n'est pas un vrai Bitcoiner. Il a été impliqué dans d'autres projets crypto, mais je ne pense pas qu'il comprenne vraiment Bitcoin. Et on peut voir son niveau de compréhension à travers ses discours. Et c'est probablement pour cette raison que les États-Unis ne sont pas aussi maximalistes que le Salvador sur Bitcoin. Les exchanges poussent Trump vers une approche crypto plus large, et c'est peut-être pour ça qu'il diversifie la réserve. Si la plupart des gens recherchent Tether et les stablecoins, c'est parce qu'ils ont besoin d'accéder au système financier. Ils ne comprennent pas encore Bitcoin, mais ils veulent du dollar comme protection. Bitcoin est une excellente réserve de valeur,
mais seulement si vous pouvez encaisser la volatilité. Pour ceux qui ne le peuvent pas, une monnaie stable est essentielle. Les bitcoiners disent souvent que les stablecoins ne sont pas stables, car les monnaies fiat se dévaluent. Mais comparé au pesos argentin ou au bolivar, le dollar reste une valeur refuge. C'est pourquoi il faut ignorer les critiques et se concentrer sur l'adoption de Bitcoin et des stablecoins pour ces 400 millions de personnes qui en ont réellement besoin. You said that Jan 3 focuses on hyper-Bitcoinization. What is that? L'hyperbitcoinisation, c'est le moment où Bitcoin devient la seule monnaie et où il n'y a plus besoin de le convertir en fiat. C'est l'aboutissement du processus. Mais en réalité, c'est aussi le signe de l'hyperinflation du dollar. Quand le dollar s'effondrera avec l'hyperinflation, plus personne n'en voudra. Tout le monde se tournera vers Bitcoin. Ce sera le plus grand effondrement monétaire de l'histoire. Toutes les monnaies fiat disparaîtront presque simultanément. Et Bitcoin deviendra la référence universelle. You don't see a world where the dollar and Bitcoin can coexist. Personnellement, je ne pense pas, même si beaucoup de Bitcoiners pensent que c'est possible. Et Michael Saylor, par exemple, pense que Bitcoin et le dollar peuvent coexister. Le modèle de Saylor prévoit un ralentissement progressif de la mort du dollar sur plusieurs années, mais au bout du compte, cela reste la fin du fiat. Moi, je ne pense pas que cela se fera en douceur. Quand on a un système 100 fois supérieur à l'ancien, même par rapport à l'or, la transition n'est pas progressive, c'est un basculement brutal. Quand le moment viendra, tout le monde passera à Bitcoin d'un coup. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'effondrement du mark allemand. Ce n'était pas un lent déclin. Quand une monnaie meurt, elle disparaît totalement. I mean, that's going to be a pretty big impact on the world, right? Et c'est pour ça qu'on travaille sur l'adoption de Bitcoin le plus rapidement possible, pour adoucir la transition. On ne peut pas empêcher la chute, mais on peut l'amortir. Depuis plusieurs jours, le marché est instable et la récente chute de Bitcoin a plongé un grand nombre d'investisseurs dans le rouge, du jamais vu depuis des mois. Raoul Pal est convaincu que cette chute est normale et était même attendue afin de permettre au marché de repartir encore plus haut. Pendant ce temps, selon Samson Mow, nous avons encore le potentiel d'atteindre les 1 million de dollars sur ce cycle. Contrairement à Michael Saylor, Mow est convaincu que la montée en puissance de Bitcoin se fera par la chute du dollar et que cet événement ne se fera pas de façon lente, mais plutôt d'une façon soudaine. Et vous, pensez-vous que la prédiction de Samson Mow sur l'hyperbitcoinisation va se réaliser? Et quelles seraient les conséquences sur l'économie mondiale? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes.